on dit qu'un problème mathématique P est décidable, on écrit parfois décidable de P, si et seulement si il existe un algorithme A tel que A résout P. Donc une procédure automatique de calcul qui permet de résoudre P. Par exemple, le problème qui permet de savoir si un nombre est pair ou pas est décidable. Pourquoi est-ce qu'il est décidable? Parce qu'il est assez facile d'exhiber un algorithme qu'on peut appeler AP de X, ou AP, qui pour chaque élément X permet de savoir si X est pair ou pas. En fait, ce que fait ce programme, c'est il divise X par 2, il regarde si le résultat appartient à Z. Si le résultat appartient à Z, il va retourner vrai. Si le résultat n'appartient pas à Z, il va retourner faux. Donc le problème de la parité est décidable parce qu'il existe un algorithme A de P qui permet de résoudre le problème en question pour toutes les valeurs d'entrée possibles. Pendant très longtemps, les mathématiciens pensaient que tous les problèmes mathématiques étaient décidables. Alors bien entendu, ils n'avaient pas trouvé les algorithmes pour tous les problèmes, mais ils pensaient qu'ils allaient en trouver. Il a fallu le siècle dernier, vers 1936 plus exactement, pour réaliser que ce n'était pas vrai. En particulier qu'il y avait des problèmes qui n'étaient pas décidables. Et le contre-exemple que je vais donner ici est celui d'Alan Turing. En 1936, Alan Turing montra en fait qu'il existait un problème très simple qui n'était indécidable. Et dans l'article dans lequel il trouve à ce problème, il présente à ce problème, il montra aussi que la notion d'algorithme pouvait être définie de manière très simple grâce à sa notion de machine de Turing. Donc, dans le même article, il présenta la notion de machine de Turing dans le but justement de montrer qu'il existait un problème qui n'était pas décidable. Le contre-exemple qu'Alan Turing considéra pour montrer que tous les problèmes n'étaient pas décidables est ce qu'on appelle the halting problem. On dit aussi le problème de l'arrêt. Donc Alan Turing a démontré que ce problème n'était pas décidable. On dit aussi que H, le problème en question, est indécidable. Alors pour comprendre ce problème de l'arrêt, il est important de savoir que les algorithmes en fait sont de deux natures. Il y a des problèmes qui s'arrêtent, quelle que soit l'entrée qu'on leur donne. On va dire ici qu'ils appartiennent à une classe qu'on va appeler arrêt, ou bien qu'ils n'appartiennent pas à cette classe. Alors l'exemple de l'algorithme de parité qu'on a considéré tout à l'heure, il va s'arrêter. Il va faire x divisé par 2, il va faire un test pour savoir si le résultat appartient à z, puis il va imprimer vrai ou faux. Donc c'est un algorithme qui appartient à la classe des algorithmes qui s'arrêtent, quel que soit le x qu'on leur donne. Mais il y a d'autres algorithmes qui ne s'arrêtent pas. Imaginons un algorithme qu'on appelle ici A' de P et qui ferait la chose suivante. Donc ils font la chose suivante, on leur passe un paramètre x, donc AP de x, tant que AP de x, c'est-à-dire que si x est pair, ils multiplient x par 2. Donc ils vont utiliser l'algorithme de tout à l'heure, et si x est pair, ils le multiplient par 2. Alors il est assez évident ici que si on passe à cet algorithme A' de P un nombre pair, cet algorithme ne se terminera jamais. Donc A' de P n'appartient pas à la classe des algorithmes qui s'arrêtent, quel que soit le paramètre qu'on leur donne. Alors comment Turing a-t-il démontré que le problème de l'arrêt H était indécidable? Il a procédé en 3 étapes, suivant ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Il a supposé qu'il existait un algorithme qu'on va appeler AH, pour dire que c'est un algorithme qui va résoudre le problème de l'arrêt, et donc cet algorithme, quel que soit l'algorithme qu'on lui passe en paramètres, va nous permettre de savoir que A s'arrête sur toutes ces valeurs, donc il va nous donner oui si A appartient à la classe arrêt, donc s'arrête pour toutes les valeurs qu'on lui passe en paramètres, et il va nous donner non si A n'appartient pas à cette classe. Donc l'algorithme AH lui-même est un algorithme qui s'arrête et qui nous dit en une séquence finie d'instructions si oui ou non l'algorithme A s'arrête. La deuxième partie du raisonnement est la suivante. Donc la première était une hypothèse. La deuxième consiste à dire, si on suppose que AH existe, on peut construire un autre algorithme qu'on va appeler AH bar. Et cet algorithme AH bar va se comporter de la manière suivante. Quand on lui passe un algorithme A en paramètres, il fait la chose suivante. D'abord, il exécute AH de A. C'est la première chose qu'il fait. Ensuite, une fois qu'il a fait ça, il regarde la sortie de AH de A. Si la sortie est oui, eh bien l'algorithme A bar de H, il va rentrer dans une boucle infinie, comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec
l'algorithme qui multipliait par 2 un nombre pair et qui retestait de nouveau. Si la réponse est non, eh bien, il va s'arrêter et, par exemple, écrire stop. Donc cet algorithme AH bar existe si AH existe. Ce qu'il fait est assez étrange et on va voir que c'est particulièrement utile pour le raisonnement en question. La troisième partie et la dernière partie du raisonnement de Turing est de faire la chose suivante et de dire essayons maintenant de voir ce qui se passe si on passe au paramètre, comme paramètre de AH bar, l'algorithme AH bar lui-même. Qu'est-ce qui va se passer ici? De deux choses l'une. Soit AH bar s'arrête, auquel cas il va afficher stop, il va finir avec stop, mais s'il fait cela, ça veut dire que AH bar ne s'arrête pas. Si par contre il ne s'arrête pas, si AH bar ne s'arrête pas dans cette exécution-là, il rentre dans une boucle infinie, ça veut dire que AH bar s'arrête. Donc dans le premier cas, s'il fait stop, ça veut dire que AH bar ne s'arrête pas, et dans le second cas, s'il rentre dans une boucle infinie, ça veut dire que AH s'arrête. C'est une contradiction, ce qui veut dire que l'algorithme AH bar ne peut pas exister. Comme AH bar ne peut pas exister, eh bien l'algorithme AH lui-même ne peut pas exister. Ce qu'il fallait donc démontrer, puisque c'était un raisonnement par l'absurde. Ce qui est extraordinaire avec ce raisonnement de Turing, c'est sa simplicité. Une autre manière de voir ce raisonnement, c'est la chose suivante. Imaginez que quelqu'un vous fasse la déclaration suivante, il vous dit « je mens ». C'est ce qu'on appelle le paradoxe du menteur. Soit cette déclaration est vraie, auquel cas la personne dit vrai, mais si elle dit vrai, ça veut dire qu'elle ment. Si par contre la déclaration est fausse, ça veut dire que la personne ne dit pas la vérité, auquel cas cette déclaration est vraie, ce qui est absurde. Ce problème est indécidable. C'est exactement ça, ce paradoxe qu'a utilisé Turing pour montrer que tous les problèmes n'étaient pas décidables.